Cela dit, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a assisté en début d'après-midi par visioconférence à un débat du Conseil de sécurité de l'ONU placé sur le thème « Le maintien de la paix et de la sécurité internationale dans des contextes fragiles ». Dans un important discours qu'il a prononcé pour la circonstance, le chef de l'État a indiqué que ce qui se passe au Sahel et au bassin du lac Tchad interpelle la communauté internationale. Nous écoutons le chef de l'État. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Madame la Présidente et lauréate du prix Nobel de la paix, chère sœur Hélène Sirleaf, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2021. Permettez-moi de féliciter le président Kais Saied, président du Conseil de sécurité pour le mois de janvier 2021. Je le remercie pour l'organisation de cet important débat sur les défis du maintien de la paix et de la sécurité dans les contextes fragiles. Par ailleurs, le peuple nigérien n'oubliera jamais que c'est la Tunisie qui a parrainé l'entrée du Niger aux Nations Unies le 20 septembre 1960, soit un peu plus d'un mois après notre accession à l'indépendance. Voilà une raison supplémentaire pour vous assurer, Monsieur le Président, de la disponibilité du Niger à vous apporter tout l'appui dont vous avez besoin tout au long de votre mandat et au-delà. Monsieur le Président, comme on le sait, les contextes fragiles sont très difficiles à définir. La fragilité est plus qu'une question de croissance économique ou une question institutionnelle ou de conflit. Par exemple, le Fonds pour la paix calcule l'indice de fragilité des États à partir de 12 critères qui comprennent notamment les inégalités économiques, les services publics, la pression démographique et migratoire, la sécurité avec notamment le terrorisme, le changement climatique, les divisions ethniques, les droits de l'homme, les flux financiers illégaux, la corruption, un climat des affaires peu propice, les nouvelles technologies, etc. La Banque mondiale a mis au point un indicateur d'évaluation des politiques et des institutions des pays qui permet de mesurer la gestion économique, les politiques structurelles, les politiques pour l'équité et l'inclusion sociale et la gouvernance avec un seuil en dessous duquel un pays est considéré comme fragile. On définit aussi les États fragiles comme étant ceux, je cite, dans lesquels les pauvres ne disposent pas de services essentiels, car les pouvoirs publics n'ont pas la volonté ou la capacité de les leur assurer. Ou encore comme étant des États dotés de faibles capacités pour assumer les fonctions essentielles de gouvernance et n'ont pas la faculté de développer des relations constructives et mutuellement avantageuses avec la société. Les pays qui abritent une mission de maintien ou de consolidation de la paix des Nations Unies et ou régionale durant les 3 dernières années sont également considérés comme fragiles. On note que les situations de fragilité, de conflit et de violence touchent aussi bien des pays à faible revenu que des pays à revenus intermédiaires. Un rapport de la Banque africaine de développement fait ressortir que la quasi-totalité des États en situation de fragilité extrême étaient, à l'époque de la diffusion du rapport, dotés de ressources naturelles abondantes, prouvant ainsi que les ressources naturelles mal gérées sont un facteur de conflit, donc de fragilité, alors qu'elles sont source de résilience quand elles sont bien gérées. Un des exemples les plus emblématiques fut, on se le rappelle, celui de la Sierra Leone, pays riche en diamants. Dans ce rapport, la BAD, la Banque africaine de développement, indique que la fragilité, je cite, couvre un large spectre qui est varié selon la portée géographique et la fréquence des conflits, allant des hostilités déclarées entre les parties belligérantes aux États qui subissent des violences sporadiques. Il peut également être déclenché par un échec ou une élection viciée
une tentative de modification de la Constitution pour des gains politiques égoïstes, une catastrophe naturelle et ou une pandémie, comme c'est le cas aujourd'hui de la Covid-19. En 2018, il a été recensé dans le monde 58 contextes fragiles. Monsieur le Président, il semble que la fragilité est l'un des plus grands défis du XXIe siècle. Surtout que les contextes fragiles sont de plus en plus le champ de bataille des rivalités géopolitiques. Les conflits, le terrorisme, les pandémies, les déplacements forcés, les catastrophes, les famines prennent souvent racine dans la fragilité. Ces facteurs sont à la fois cause et conséquence de la fragilité. La pauvreté est de plus en plus concentrée dans des contextes fragiles. Si rien n'est fait dès aujourd'hui, 80% des pauvres de la planète pourraient vivre dans des contextes fragiles, ce qui est incompatible avec la vision d'un monde meilleur inscrite dans les agendas 2063 de l'Union africaine et 2030 du développement durable. On estime que 60% de la population mondiale, respectivement sans accès à l'eau et à une alimentation suffisante, vivent dans les états fragiles. La pandémie de la Covid-19 qui sévit actuellement aggrave la situation en menaçant d'effacer plusieurs décennies de progrès sur le front de la réduction de la pauvreté et du développement. Déjà en 2020, entre 18 et 27 millions de personnes supplémentaires sont tombées dans la pauvreté. Par ailleurs, le flux de personnes déplacées et réfugiées ne cesse d'augmenter. Monsieur le Président, nous devons prendre acte de la fragilité, en faire une priorité si nous voulons un monde meilleur. Il faut que nous tenions compte de sa complexité et que nous l'abordions dans toutes ses dimensions. Nous ne devons jamais perdre de vue l'objectif final, qui est d'apporter de l'espoir et une existence meilleure à toutes les personnes vivant dans les contextes fragiles. Il nous faudra intensifier les efforts de prévention, de paix, de sécurité, en y consacrant plus de ressources, investir dans une aide plus volumineuse et plus intelligente dans les contextes fragiles, investir dans les données afin de mieux comprendre les différents états de fragilité afin d'anticiper, de renforcer la capacité des pouvoirs publics à apporter des solutions inclusives à leur propre état de fragilité afin d'améliorer la résilience des communautés. Il faut, bien sûr, renforcer les architectures internationales et régionales de gestion des guerres et de la paix. En résumé, il faut s'attaquer aux causes de la fragilité. Pour ce faire, une plus grande collaboration est nécessaire entre les acteurs œuvrant dans l'humanitaire, le développement, la paix et la sécurité. Il faut encourager des institutions comme la Banque mondiale et la Banque africaine de développement qui ont des facilités pour les États fragiles à faire plus. Monsieur le Président, l'Afrique est certainement le continent où on rencontre le plus de contextes fragiles. Aider l'Afrique à mettre en œuvre l'agenda 2063 et ses plans et projets est le seul moyen de sortir l'Afrique de la fragilité. Il faut notamment soutenir la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, des plans de développement des infrastructures, de l'agriculture, de l'industrie en Afrique et porter une attention particulière à des régions fragiles comme celle du Sahel, où les États sont confrontés à tous les facteurs de fragilité, notamment les défis sécuritaires, climatiques et démographiques. Dans cette région, nous avons plus que jamais besoin d'institutions démocratiques fortes, de moyens de défense et de sécurité renforcés et de développement. En particulier, nous avons besoin d'un mandat sous chapitre 7 pour la force conjointe du G5 Sahel. Nous avons besoin de la participation la plus large possible de la communauté internationale à la coalition internationale de lutte contre le terrorisme au Sahel. Nous renouvelons notre appel à tous nos partenaires techniques et financiers en vue du financement du programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel adopté à Nouakchott depuis décembre 2018. Nous remercions
le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, pour son plaidoyer constant en faveur des peuples du Sahel. Ce qui se passe au Sahel et dans le bassin du lac Tchad interpelle toute la communauté internationale. Le massacre de plus de 100 personnes innocentes le 2 janvier 2021 dernier dans la région de Tillabéri, à la frontière avec le Mali, est là pour le rappeler. La communauté internationale doit se mobiliser pour aider les pays du Sahel et du bassin du lac Tchad à sortir de ce contexte fragile dont les premières victimes sont les femmes et les enfants. Nous fondons l'espoir que les membres du Conseil de sécurité, dont c'est la mission d'assurer la paix et la sécurité mondiale, mettra le Sahel et le bassin du lac Tchad au centre de leur agenda. Nous fondons l'espoir que la présidence tunisienne du Conseil de sécurité sera couronnée de succès. Je vous remercie de votre aimable attention. Ainsi donc, le président de la République et d'autres éminentes personnalités politiques ont pris part à un panel de haut niveau organisé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Tous les participants se sont accordés sur la nécessité de créer les conditions d'une paix pérenne et de la stabilité socio-économique à travers le monde. Le résumé avec Amadou Issoufou, Askou Jibrila et Laoli Aya. Le maintien de la paix et de la sécurité internationale dans des contextes fragiles. L'animation de ce débat donne le coup d'envoi du planning des activités de la République tunisienne qui assure depuis le 1er janvier 2021 la présence du Conseil de sécurité de l'ONU. Le président tunisien Kais Saïd a donné les grandes lignes de cette présidence placée sous le signe du réengagement en faveur du multilatéralisme et des idéaux de l'ONU. Abordant le contexte de fragilité des États, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed, a souligné que les réalités tragiques ont atteint leur paroxysme, particulièrement au Sahel. Je voudrais ensuite féliciter le président de la République tunisienne pour son accession à la présidence du Conseil de sécurité pour le mois de janvier 2021 et les remercier d'avoir inscrit à l'ordre du jour de ce Conseil ce point important consacré au défi du maintien de la paix dans des contextes fragiles. Il s'agit en effet d'un sujet au cœur des préoccupations de l'Union africaine, puisque c'est en Afrique que se pose avec le plus d'acuité la question de la fragilité des États et le problème de maintien de la paix. J'en veux pour preuve la situation au Sahel et au bassin du lac Tchad. Il y a quelques jours, nous avons assisté au massacre de plus d'une centaine de civils au Niger. Le président de la République du Niger, qui est présent avec nous, extrêmement avec plus de relief. Je voudrais lui exprimer toutes nos condoléances et toute notre compassion. Mais cela n'est pas suffisant, reconnaissons-le. Monsieur le Président, les ruptures et menaces actuelles à la paix et à la sécurité internationale, posées par des facteurs tels que les conflits, le terrorisme, l'extrémisme violent, la radicalisation, la criminalité transnationale organisée, les graves effets du changement climatique, les maladies infectieuses mortelles et les pandémies multiples ont de vastes conséquences, notamment pour les États les plus fragiles et les populations les plus vulnérables. Pour l'ancienne présidente du Libéria et prix Nobel de la paix, Mme Ellen Johnson Sirleaf, il y a lieu de casser le cercle vicieux de la violence et du désespoir. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le président kenyan Jomo Kenyatta et plusieurs autres personnalités ont pris part à cette visioconférence sur le maintien de la paix initiée par la Tunisie. Et puis une seule audience à l'agenda présidentiel, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a reçu dans la matinée le vice-président du Conseil national de transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Il est porteur d'un message du président de la transition au chef de l'État. Le point avec Amadou Issoufou et Askou Jibrila. Les liens séculaires de coopération établis entre le Mali et le Niger se raffermissent au fil du temps. Dernière illustration,
le déplacement à Niamey du vice-président du Conseil national de transition consécutif à l'attaque terroriste perpétrée dans la localité de Walam. Je suis porteur d'un message de condoléances de son Excellence, le président de la transition du Mali, son Excellence Bandaou, à son frère Mamadou, président Mamadou Issoufi du Niger, suite à l'attaque barbare et un des deux frères du Niger. Le Mali et le Niger sont deux frères inséparables. Et tout problème qui se passe au Niger sera senti au Mali au même moment. Donc au nom du président de la transition et à mon nom propre, nous présentons nos condoléances les plus attristées au peuple frère du Niger. Le Niger et le Mali, faut-il le rappeler, appartiennent à plusieurs institutions communautaires sous-régionales et régionales et mènent depuis une décennie une guerre sans merci contre le terrorisme et le grand banditisme au Sahel. Cela dit, le bureau de l'Assemblée nationale a rendu public cet après-midi un communiqué relatif à l'attaque terroriste des villages de Tchambangou et Zaroumdarey le samedi dernier. Le bureau de l'Assemblée nationale condamne avec fermeté l'attaque sauvage subie par ces deux villages et exhorte la population à un engagement sans faille dans la lutte contre le terrorisme. Le communiqué est lu par la secrétaire parlementaire Amine Lawal Saminou. Communiqué du bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale a appris avec consternation et tristesse la tuerie de masse lâchement perpétrée par des terroristes déchaînés sur des paisibles citoyens des villages de Tchoma-Bangou et de Zaroumdarey. Le bureau de l'Assemblée nationale condamne avec la plus grande fermeté l'attaque sauvage subie par ces deux villages. Au nom de l'Assemblée nationale, il s'incline devant la mémoire des innocents compatriotes qui sont tombés et présente ses condoléances émues à leurs familles et à la nation tout entière. Le bureau de l'Assemblée nationale exhorte nos compatriotes à la solidarité agissante à l'endroit des citoyens éprouvés, des forces de défense et de sécurité et à un engagement sans faille dans la lutte contre le terrorisme. Fait à Niamey le 6 janvier 2021 pour le bureau, le président de l'Assemblée nationale, M. Ousseini Tibi. Dans nos régions, le gouverneur de la région de Tillabéri a rencontré ce matin les différents partenaires intervenant dans la région. Objectif, échanger avec ces derniers afin d'apporter une réponse urgente et adéquate par leur contribution à la situation des déplacés suite aux attaques terroristes du 2 janvier dernier à Tchambangou et Zaroumdarey dans le département de Walam. Amadou Ibrahim et Zakari Maman. Il s'agissait pour le gouverneur de la région, par cette rencontre, d'échanger avec les différents partenaires intervenant dans la région en vue d'apporter par leur contribution une réponse urgente et adéquate à la situation des populations déplacées suite aux attaques terroristes perpétrées le 2 janvier dernier à Tchoma-Bangou et à Zaroumdarey, deux villages du département de Walam. Pour rappel, ces attaques se sont soldées par 100 morts et plusieurs blessés. Aussi, ce crime odieux a causé le déplacement des populations de ces deux villages, dont le nombre avoisinerait pour le moment les 1500 ménages. Devant cette situation, nous avons pris la décision de vous rencontrer pour véritablement échanger avec vous pour pouvoir soutenir cette population qui est véritablement dans le besoin des abris, assistance alimentaire, assistance sanitaire, hydraulique, etc., etc. Et comme vous avez l'habitude de le faire, nous vous demandons encore de continuer à soutenir cette population. Le gouverneur Ibrahim Tidiane Kachala a en outre de rappeler que le gouvernement a d'ores et déjà pris d'importantes mesures pour sécuriser les populations dans la zone de Tchoma-Bangou et de Zaroumdarey. Aussi, tout en félicitant les différents partenaires pour l'efficacité et la disponibilité dont ils font preuve dans leur intervention, le premier responsable de la région n'a pas manqué de demander ces derniers à poursuivre l'accompagnement de la lutte contre la Covid-19. Compte tenu de la recrudescence de cette pandémie qui est en train de faire beaucoup de ravages dans la région de Tillabéri, et je tiens à vous dire que ces mesures comme la distanciation physique, le lavage de mains, l'utilisation des gels alcooliques. Vous le savez, la dernière conclusion du Conseil des ministres
oblige désormais chacun de nous de porter la bavette et aussi la désinfection de certains locaux doivent être scrupuleusement respectés. Je tiens à réitérer à respecter ces mesures édictées par le gouvernement. Vous le savez mieux que quiconque, parce que vous êtes sur le terrain, vous gérez en tout cas cette maladie qui n'a pas de remède. Après quoi, s'en est suivi les interventions de ses partenaires qui ont d'abord salué cette initiative du gouverneur de la région, ensuite réaffirmé leur engagement et leur détermination, chacun dans son domaine d'intervention, a accompagné par des actions humanitaires les efforts des autorités de la République au plus haut niveau pour soutenir les populations déplacées et atteindre l'objectif du combat qu'elles mènent contre la pandémie de la maladie à coronavirus. Dans le cadre de l'appui en faveur de la lutte préventive contre la COVID-19, le gouverneur de la région de Difa a réceptionné ce mercredi un important lot de produits et matériels mis à la disposition de l'ensemble des services techniques de la région par l'État. Gunga Gibirima et Abdraman Machiri. La présente cérémonie consacre la réception d'un important lot de produits désinfectants et d'entretien mis à la disposition des services techniques par l'État dans le cadre de lutte contre la propagation du Covid-19 et cela conformément au Conseil des ministres du 23 décembre dernier qui a pris des mesures urgentes en procédant à la réception de ces équipements. Le gouverneur de la région de Difa a rappelé les mesures prises par le gouvernement et a instruit les responsables des services techniques déconcentrés pour le respect strict de ces mesures. La distanciation sociale, les dispositifs de lavage systématique des mains, l'utilisation des gels désinfectants, la désinfection régulière des services et le port des bavettes. Il est également demandé à tous les niveaux de mettre en place une stratégie de communication à base communautaire en collaboration avec toutes les parties prenantes et adopter les messages et les supports existants au nouveau contexte marqué par des cas asymptomatiques. Toutes les collectivités locales ainsi que les services régionaux, départementaux et communaux ont reçu cet appui qui vient à point nommé dans un contexte marqué par la résurgence de la maladie à coronavirus avec de nouvelles variantes et des cas asymptomatiques. Une situation qui complique la mise en œuvre des stratégies mises en place à cet été. La Commission nationale des droits humains et le mouvement nigérien pour la démocratie, Mondo Courtia, ont signé ce matin une convention de partenariat. À travers cette convention, il s'agira pour les deux structures de conjuguer leurs efforts pour promouvoir et protéger les droits humains en créant les conditions favorables pour des élections apaisées au Niger, nous rapportent Yazira Biou et Maria Madakou. Pour Mondo Courtia, cette association ayant déjà formé plus de 1500 candidats des 8 régions du Niger afin qu'ils puissent bien mener leur campagne et accéder à des postes de responsabilité, cette convention avec la Commission nationale des droits humains est en effet signée pour créer les conditions permettant une pleine participation des femmes, des jeunes et des personnes handicapées au processus électoral engagé par le Niger. Tout ceci dans un climat de paix et de cohésion sociale où les droits humains sont connus et respectés par tous. Aussi, pour atteindre nos objectifs, dans la réussite d'une paix durable, nous avons jugé utile de concevoir un projet d'appel à la cohésion dénommé Koukan Courtia et qui est financé par l'UNFPA qui trouve ici toute notre reconnaissance et profonde gratitude. C'est au moyen de l'information, de la sensibilisation, de la formation, des arts et du spectacle que nous entendons amener la population nigérienne en général et la classe politique en particulier à comprendre leurs responsabilités respectives et à s'engager en vue de créer les conditions optimales pour des élections apaisées au Niger en 2020 et 2021.
À la Commission nationale des droits humains CNDH, institution fortement engagée dans la défense des droits de l'homme, l'on salue favorablement la signature de cette convention. Vous avez tous appris qu'en 2017, la CNDH a reconquéri son statut A. Statut A, ça veut dire le niveau le plus élevé de la reconnaissance, de la crédibilité d'une institution nationale. Donc, lorsque la présidente de Monde Courtia était passée me dire tonton, voilà mon idée. J'ai réfléchi, j'ai dit mais ça c'est génial. Celui qui pense de façon précise à faire un travail pour les élections apaisées, en Afrique en particulier, je pense qu'il faut l'accompagner. Voilà pourquoi je disais à la présidente de Monde Courtia, la Commission nationale des droits humains mène le même type de travail au niveau donc, de l'institution et que nous allons pouvoir travailler ensemble. Il convient juste de souligner que cette convention qui permettra aux deux structures de conjuguer leurs efforts pour une meilleure promotion des droits humains est signée pour une période de 5 ans. 100 millions de francs CFA, c'est la valeur marchande approximative de tramadol saisie les 1er et 2 janvier 2021 par l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. Ces produits psychotropes, 2 véhicules, 3 motos saisies entre autres et 10 personnes interpellées, toutes de nationalité nigérienne, dans le cadre de ce trafic de stupéfiants ont été présentés ce matin à la presse. Gérard Abdelaziz, Boubacar Imran Meiga. 2021 débute bien pour l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. L'OCTIS vient en effet de démanteler un réseau de trafiquants de psychotropes. Le vendredi 1er janvier 2021, les opérations ciblées ont permis de saisir à l'entrée de la ville de Niamey 4000 comprimés de tramadol en provenance de Kano et d'intercepter 3 individus de nationalité nigérienne. 106 800 comprimés de tramadol 225 mg, localement appelé Dongo ou Aradou, en raison de son effet fracassant sur le système nerveux central, en provenance du Togo, ont été saisis le 2 janvier 2021, dans une seconde opération ayant abouti à l'interpellation de 7 individus de nationalité nigérienne. Le cumul des 2 saisies fait ressortir le bilan ci-après. 110 800 comprimés de tramadol, 2 véhicules, 3 motos et la somme de 770 000 francs saisis. 10 individus interpellés de nationalité nigérienne. L'essentiel de la saisie est destiné à alimenter les demandes des marchés maghrébiens et les sites aurifères locaux. Il convient de préciser ici que le marché illicite du tramadol est actuellement marqué par une rareté sans précédent, consécutive aux efforts des services de répression et au durcissement de la législation dans beaucoup de pays, y compris dans le pays producteur, ce qui explique sa cherté sur les marchés. La valeur marchande approximative de cette saisie s'élève à plus de 100 millions de francs CFA, soit 153 850 €. L'OCTIS s'illustre davantage à la grande satisfaction du procureur de la République adjoint. Nous sommes habitués à venir ici pour voir et encourager l'Office central pour le travail formidable qu'ils sont en train de faire. Et en même temps, voir aussi avec vous que malgré ce qu'ils sont en train de faire, le trafic continue. Et c'est pour dire que la lutte contre le trafic de stupéfiants, c'est vraiment une lutte de longue haleine et ça doit être une lutte de tout le monde. Ce n'est pas seulement la lutte de l'Office central, ce n'est pas seulement la lutte de la justice, mais c'est une lutte de tout le monde. Parce que vous savez que la conséquence de ces produits-là, elle est vraiment très dangereuse sur la santé des populations et aussi sur la sécurité même des populations. Parce que non seulement en ce qui concerne la santé, vous savez que ceux qui prennent ces produits, c'est vraiment une main-d'œuvre
actif qui est perdu, mais aussi ça contribue à augmenter la criminalité urbaine. L'adjoint au procureur de la République n'a pas manqué de lancer un appel pour une plus grande collaboration de la population en vue d'une meilleure efficacité dans la lutte contre ces fléaux. Un numéro téléphonique est disponible à cet effet. Il s'agit du 98 08 08 09. Cela dit, la ville de Niamey, dans le cadre du programme Nomarani lancé depuis l'année dernière, a offert ce matin à Niamey différents kits aux agriculteurs et aux transformatrices de la ville de Niamey. 5000 bénéficiaires au total. Une façon de les aider à surmonter la crise des inondations et à promouvoir l'agriculture urbaine. La cérémonie a eu lieu en présence de la vice-présidente de la Chambre régionale d'agriculture de Niamey, Jocelyne Amoussou et Abdoulaye Ali. C'est un gros coup de pouce qui est donné aux agriculteurs de Niamey par le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey. Ainsi, les maraîchers obtiennent des kits de semences et des motopompes, les éleveurs des aliments bétail, les pêcheurs des thermos pour conserver les poissons et les groupements de transformatrices, des moulins pour la transformation des produits agricoles. Il y a à peu près 200 kits à distribuer à 31 groupements de maraîchers. Et en plus, il y a au moins 5 groupements d'éleveurs qu'on va appuyer aujourd'hui avec 5 tonnes d'aliments bétail. 5 groupements de transformatrices au niveau de la ville, dans chaque arrondissement. Donc il y a 5 moulins à grains à distribuer à ces transformatrices-là. On a aussi pensé aux pêcheurs avec des thermos qui permettent de conserver les poissons jusqu'au marché. On va distribuer à 5 groupements de maraîchers dans chaque arrondissement de la ville. Préserver les terres agricoles, c'est l'objectif final visé par la ville de Niamey. C'est une réalité qu'il faut prendre en compte dans la gouvernance, dans la gestion de notre capitale. L'année passée, nous avons lancé Niamey Nomarani. Cette année, le programme se poursuit et il concerne des groupements de femmes, des groupements de maraîchers, des associations et même des groupements d'handicapés qui s'adonnent à cette activité. Avec vous, depuis quelque temps, nous avons vu l'accompagnement que vous faites à nos producteurs. Et quand je dis accompagnement, nous pouvons citer entre autres tout ce que vous avez fait comme appui l'année passée pour aider les producteurs. Merci encore. Un soutien de taille, reconnaissent les bénéficiaires. Ce kit-là, c'est un avantage pour nous les transformatrices. Pour faire moudre nos produits, il faut qu'on passe chez les moulins du quartier. Il faut que tu payes le meunier pour qu'il lave le moulin avant de mettre pour nous. Puis ça nous facilite la tâche et puis ça garantit même la qualité de nos produits. En tout cas, c'est des variétés appropriées pour le maraîchage. Voilà. Et nous sommes vraiment extrêmement heureux. Aujourd'hui, ils nous donnent des semences. C'est-à-dire, pour ceux-là qui ont été inondés, de pouvoir se rattraper. C'est plus que le mot même. Voilà, merci. Plus que le mot. Le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey se dit décidé à faire de Niamey une ville résiliente en renforçant l'agriculture urbaine, un des vœux chers au chef de l'État Issoufou Mahamadou qui prône l'autosuffisance alimentaire du Niger. À Dosso, le comité régional de prévention de la COVID-19 a tenu une réunion d'information et de sensibilisation avec les chefs coutumiers et les leaders religieux sur le respect des mesures barrières prises par le gouvernement contre la propagation de la maladie. Le récit de Salamatou Adamou et Haristou Garba. Il s'agit pour le comité régional de prévention de la COVID-19, à travers cette réunion d'information et de sensibilisation avec les chefs de quartier et les leaders religieux de la région de Dosso, de partager les conclusions du Conseil des ministres du 23 décembre dernier relatives aux mesures barrières contre la deuxième vague de la COVID-19. Le directeur régional de la santé publique de Dosso précise l'objectif de la présente réunion et fait un rappel sur la discipline des populations de Dosso dans le respect de ces mesures pour la première vague. Nous voulons à ce que la population sache l'obligation que nous avons, elle et nous, d'abord à connaître les mesures qui nous permettent de limiter ou de renier complètement la Covid chez nous. Et aussi faire connaître et respecter ces mesures. Nous avions invité les différents détenteurs d'enjeux
de la région de Dosso. C'est pour nous qui le passeur, qui l'imam, qui le chef de quartier, chacun en ce qui le concerne, passerait l'information à ceux qui sont sous sa responsabilité. Et en ce temps, l'administration et les forces de défense qui seront chargées à veiller le respect auront en tout cas la tâche assez aisée à exécuter et donc le contrôle de l'infection Covid serait beaucoup plus facile dans la région de Dosso. À la première vague, il faut dire au début ça a été très difficile. Mais avec l'intensité de la sensibilisation des différentes rencontres que le comité de coordination sous la direction du gouvernorat a organisées, vous êtes d'accord avec nous que l'acceptation et le respect été progressivement, en tout cas appréciable, et ce qui nous a permis d'avoir une très bonne gestion du Covid pendant la première phase. Quant au secrétaire général de la région du Dosso, président de ce comité, a invité ses leaders religieux et les chefs coutumiers à croire à cette maladie, à s'approprier de ces mesures pour bien les appliquer et sensibiliser leur communauté pour le respect de ces mesures contre la Covid-19. Selon le rapport journalier du 5 janvier au niveau de la région de Dosso, sur 844 personnes testées, 46 sont déclarées positives à la Covid-19, parmi lesquelles 37 sont sortis guéris, 4 décès et 5 cas actifs. Le port du masque est donc l'un des moyens les plus efficaces pour limiter la propagation du coronavirus, ce qui a amené plusieurs jeunes de la capitale à se lancer dans la vente du masque, surtout à la devanture des centres hospitaliers, et visiblement l'activité est génératrice de revenus. Ouma Jamila Moudanchirou et Habib Abdraman. Nouvelle activité génératrice de revenus depuis l'avènement du coronavirus. Ils sont nombreux, ces jeunes, eux-mêmes des enfants qui s'adonnent à la vente de ce bout de tissu qui désormais chacun doit porter au risque de se voir interdit d'accès à certaines institutions. Le commerce de bavettes est d'autant plus florissant en cette période où la Covid-19 fait des ravages pour sa deuxième vague au Niger. C'est conseillé de porter les bavettes pour limiter les risques de contamination. C'est pour cela que je suis venu acheter pour me protéger. Je préfère les bavettes en tissu parce que je peux les utiliser plusieurs fois. Nous les vendons entre 100 francs et 150 francs la bavette. D'autres sont fabriqués par des Nigériens et nous achetons celles en carton au grand marché. Les gens achètent régulièrement, on arrive à s'en sortir. Nous revendons les bavettes que nous achetons au grand marché. Nous arrivons à gagner entre 50 francs CFA et 100 francs CFA de bénéfices par bavette. Rappelons aussi que la vente des bavettes est jusqu'à présent subventionnée dans les pharmacies publiques pour permettre aux citoyens de s'approvisionner qualitativement et quantitativement afin de se protéger de manière efficace. Ce qui nous amène aux tendances Covid-19 au Niger, les résultats des examens virologiques de ce jour 6 janvier 2021 se présentent comme suit. 77 cas positifs, dont 36 chez les demandeurs de tests PCR Covid-19 pour voyage et 41 alertes sur 563 tests réalisés. 19 à la Covid-19, dont 26 de sexe féminin, 51 de sexe masculin. Ces cas positifs se répartissent comme suit. 57 à Niamey, 9 à Tawa, 3 à Maradi, 3 à Tilaberi, 2 à Agadez. Un décès enregistré à Tawa à ce jour. Sur 64 778 personnes testées, 3 634 sont déclarées positives à la Covid-19, parmi lesquelles 2182 guéris, 113 décès, 1339 cas actifs. Actifs, 102 en hospitalisation, dont 4 en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises. Le port du masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique
alcooliques doivent être strictement respectées en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. Nos confrères de la station régionale de Zender se sont intéressés à l'utilisation de la tomate séchée par les femmes. C'est un reportage de Nana Balkissa Kader et Abdraman Mahazou. Traditionnellement appelée kauda, la tomate séchée était jadis l'incontournable de la cuisine nigérienne. Mais l'arrivée de la tomate concentrée avait pris le dessus. Cependant, sur le marché, moulu ou pas, petit à petit, la tomate séchée revient à la mode. Nous vendons en gros comme en détail et les gens achètent ça. Le sac se vend à 25 000 francs CFA. La mesure à 900 francs. Les avantages de la tomate séchée est qu'elle est conservable 1 an voire 2 ans. Selon ces femmes, elles ont opté pour la kauda, tomate séchée, pour diverses raisons. La tomate séchée épaissit et donne du goût à la sauce. Les femmes de maintenant aiment trop la facilité. C'est pourquoi elles ne veulent pas prendre le temps de la travailler. Ça fait longtemps que j'utilise la tomate séchée car elle a beaucoup de vertus. Pour le moment, j'utilise la tomate fraîche comme elle est disponible et plus tard, je me pencherai sur la tomate séchée. Et pour d'autres, c'est une question de diététique. Nous nous basons sur la tomate fraîche et séchée car nous ignorons la provenance et les ingrédients de la tomate de conserve. C'est pourquoi je prépare moi-même ma tomate séchée. Au Niger, la tomate séchée est la seule issue de conservation de la tomate fraîche à long terme par les maraîchers en période d'abondance. Cela par manque de moyens de transformation de la tomate fraîche qui, pendant cette période, se vend à vil prix, soit 1250 francs CFA en moyenne par le producteur et 2000 francs CFA le panier sur les marchés. Reportage toujours avec un cheptel estimé à plusieurs millions de têtes de bétail de toute espèce. La région d'Agadez est une zone favorable à l'élevage des dromadaires, ce qui fait d'elle une région de forte production de lait de chamel, un produit renfermant beaucoup de bienfaits, objet d'un commerce qui rapporte des revenus non négligeables à beaucoup de ménages de la région de l'Aïr. Diallo Abdel-Jalil, Mahamadou Adamou. Beaucoup moins connu du grand public que les autres laits à raison de la particularité de l'élevage des dromadaires qui faisait de lui un produit des zones rurales et désertiques. Le lait de chamel est pourtant commercialisé dans les grandes villes du Niger comme Agadez. Attiré par le profit, Hamid Moussa n'a aujourd'hui d'activité que l'élevage de chamel qu'il pratique à la périphérie de la ville d'Agadez. J'ai commencé cette activité il y a de cela 3 ans avec seulement 5 chamelles. Aujourd'hui, Dieu merci, nous arrivons à traire entre 75 et 80 litres par jour et on ne vit que de ce commerce. Hamid et beaucoup d'autres éleveurs des alentours ravitaillent donc quotidiennement la ville d'Agadez à lait de chamel. Grâce à sa disponibilité et à sa proximité des consommateurs, le lait de chamel intègre peu à peu les habitudes alimentaires de plusieurs habitants de la cité de l'Aïr. Je suis consommateur de lait de chamel. Ça fait au moins une vingtaine d'années que je le consomme. Je sais que le lait de chamel est un très bon lait, un purgatif, un aliment complet. Si vous le prenez, il soigne beaucoup de choses, beaucoup de maux, la fatigue. Ça vous donne beaucoup de courage. Après être purgé là, vous mangez bien, ça vous donne de l'appétit. Depuis mon très jeune âge, ça fait très longtemps. On ne consommait rien que du lait de chamel. Et on se sentait vraiment en très bonne et parfaite santé. C'est dû au fait de sa consommation. Il est excessivement riche. Même les maladies là, vraiment, même si elles nous attaquent, ce n'est que passager. Hein. Donc, et maintenant,
Depuis que les gens ont cessé de consommer les laits, il y a des maladies qui apparaissent, les tensions là, etc., bien d'autres. Donc, les gens se sont rendus compte que c'est dû au fait qu'ils ne consomment pas le lait, et plus particulièrement celui des chamelles. De ce produit laitier, ces consommateurs en raffolent, à juste titre d'ailleurs, car bien plus qu'un simple lait, le lait de chamelle se révèle être un véritable trésor aux multiples bienfaits. Il renforce le système immunitaire. Le lait de chamelle se digère plus facilement et il est très riche en vitamines et minéraux. Quand vous consommez du lait de chamelle, vous aurez des os qui se développent mieux, des cheveux qui poussent mieux et qui tombent moins. Vous pouvez également donner une meilleure santé à vos dents. Il est riche en calcium, en magnésium, en potassium. Il y a aussi également un effet anti-inflammatoire à l'intérieur de l'organisme, ce qui permet notamment d'être plus résistant aux affections et aux problèmes digestifs. Le lait de chamelle est très riche en fer. Le lait de chamelle est donc un produit très prisé à raison de ses multiples bienfaits, ce qui fait de ce produit laitier l'objet d'un commerce dont tirent énormément profit beaucoup de personnes ici à Agadez et même dans plusieurs autres grandes villes du pays, comme Niamey, la capitale, où le litre de lait de chamelle se vend à 2000 francs et même plus par moment. Merci Diallo. Cap sur Tawa, l'agriculture constitue une des mamelles de l'économie nigérienne. L'initiative 3N a fortement contribué à son développement, d'où l'abondance de céréales dans nos différents marchés. C'est du moins le constat fait par nos reporters Cherifatou Mahamadou et Sanoussi Fala. L'agriculture est un des secteurs les plus importants de l'économie du Niger. Elle représente plus de 40% du produit intérieur brut national et constitue la principale source de revenus pour plus de 80% de la population. En effet, le Niger demeure un des grands producteurs de céréales telles que le mil, le sorgho, le niébé, le maïs et l'arachide, qui constituent des aliments très consommés par la population, surtout en zone rurale. La campagne agricole de cette année a connu un démarrage un peu tardif, mais avec le retour des pluies au niveau de courant mois d'août, donc ça a permis un bon développement des cultures. Et du point de vue phytosanitaire, on a eu quelques infestations qui ont vite été maîtrisées et quelques superficies qui ont été inondées. Donc, ce qui peut expliquer la disponibilité de céréales sur les marchés, ce n'est que les bonnes récoltes, et surtout les mil et les sorgho. Selon des revendeurs, bien que le commerce de céréales n'est pas vraiment satisfaisant cette année, avec la hausse des prix, il n'y a pas eu de rupture d'approvisionnement des marchés. Vraiment, le marché des céréales est plus abordable par rapport à l'an passé. Puisque figurez-vous que le sac de mil coûtait en ce temps-là environ 30 000 voire même plus. Mais actuellement, Dieu merci, car le sac de mil et celui de maïs coûtent entre 20 000 et 20 500 francs. Notons que la réponse des marchés au déficit de production semble plus favorable cette année comparée à celle de l'année précédente.